Après sa visite officielle de 72 heures au Qatar, le chef de l'État ivoirien a pris la direction de Bruxelles en Belgique. Ce mardi, le président Ouattara y prendra part à une rencontre de mobilisation de fonds pour le Mali. Aujourd'hui, 14 mai, est célébrée la journée mondiale de l'hypertension artérielle. On s'intéresse dans cette édition à l'accident vasculaire cérébral qui constitue l'une des complications de l'hypertension artérielle. On va vers un cadre juridique adapté à la lutte contre la cybercriminalité en Côte d'Ivoire. Deux lois sur la cybercriminalité ont été adoptées aujourd'hui en commission. Ils ont été présentés ce matin par le ministre de la Poste et des TIC aux députés. Et puis cet accueil triomphal à N'Djamena pour les troupes tchadiennes de retour de Kidal. Elles ont joué un rôle important dans la mise en déroute des groupes armés lors de la reconquête du Nord Mali par la MISMA. Voilà pour les dominantes de l'actualité. Bonsoir à tous et bienvenue dans le 20h. Vous le savez, le chef de l'État ivoirien était au Qatar pour une visite officielle de 72 heures. Le président Ouattara a quitté Doha aujourd'hui pour Bruxelles. Avant de regagner la capitale belge, il est allé dire au revoir à son Altesse, le cheikh Hamad Ben Khalifa Al Thani, émir du Qatar. Comme vous le voyez sur ces images, le chef de l'État ivoirien a donc dit au revoir à son Altesse l'émir du Qatar. Après cette visite officielle de 72 heures donc au Qatar, le chef de l'État ivoirien a donc pris la direction de Bruxelles en Belgique. Ce mardi, le président ivoirien y prendra part à une rencontre de mobilisation de fonds pour le Mali. Les premières images de son arrivée dans la capitale belge avec notre envoyé spécial Awa Touré. C'est à 16h, heure locale, 14h, heure d'Abidjan, que l'avion du président de la République Alassane Ouattara s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport Zaventem de Bruxelles en provenance de Doha au Qatar. Le président Alassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO, va prendre part mercredi à la conférence des donateurs pour le développement du Mali. Vous savez à quel point nous tenons à la réussite du processus de paix, de transition et d'élection au Mali. Et en tant que président en exercice de la CEDEAO, j'ai été invité à cette importante rencontre et je suis heureux d'être là et bien sûr nous en profiterons pour avoir quelques entretiens avec les responsables de l'Union européenne. Le président de la République Alassane Ouattara va mettre à profit ce séjour en Belgique pour échanger avec le président de la Commission de l'Union européenne, José Manuel Barroso, et le président du Conseil européen. Et c'est chose faite, le président de la République a rencontré ce mardi donc le président de la Commission européenne au siège de l'Union à Bruxelles dans cet après-midi même. Au menu de la rencontre, la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Au même moment où la communauté internationale s'apprête à mobiliser des fonds pour le Mali en Belgique, les troupes tchadiennes de retour de Kidal dans le nord Mali ont reçu un accueil triomphal à N'Djamena, une célébration justifiée par le rôle important joué par ces troupes dans la mise en déroute des groupes armés lors de la reconquête du nord Mali par la MISMA. Reportage. Sur son visage, la sérénité semble avoir remplacé la tension provoquée ces derniers jours par des informations faisant état de la tentative de déstabilisation de son régime. Muni de sa désormais légendaire canne, symbole de pouvoir, Idriss Déby Itno parade place de la Nation au cœur de N'Djamena. Le chef de l'État tient à rendre personnellement hommage aux hommes qu'il a envoyés en intervention au Mali. C'est un bataillon de 700 soldats accueillis en héros. Tous vos frères et sœurs, réunis ici à la place de la Nation, sont fiers de vous et l'histoire retiendra votre héroïque action au Mali. C'est le premier contingent de retour au pays depuis que le Tchad a annoncé le retrait progressif de ses troupes engagées au Mali. Des troupes dont le courage et la détermination ont été appréciés. Les soldats tchadiens ont combattu en première ligne aux côtés des Français dans la DRA des Iforas, où étaient retranchés des groupes djihadistes. Pour le déloger ces bandits, il n'a fallu que la puissance de vos armes. Vous les avez exterminés au prix de sacrifices de vos 30 soldats, frères d'armes, tombés sur le champ de bataille. Le commandant des forces armées tchadiennes en intervention au Mali, le général de division Oumar Bikimo, a été décoré.
tout comme le commandant en second, le fils du président Idriss Déby Itno. Mais le travail des soldats tchadiens au Mali n'est pas terminé. Les troupes restées sur place devraient intégrer la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. La MINUSMA, dans le Tchad, espère assurer le commandement. Retour dans la capitale économique ivoirienne, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a procédé hier à l'inauguration d'une usine du groupe Ajinomoto, leader mondial des acides aminés dans le domaine de l'agroalimentaire. L'usine devrait desservir à partir de la Côte d'Ivoire 11 pays de l'Afrique de l'Ouest. C'était à la zone industrielle de Yopougon en présence d'Alvarassa. Le secteur privé en Côte d'Ivoire se développe avec l'appui des investisseurs étrangers. La preuve, l'inauguration de cette usine par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Usine spécialisée en production d'acides aminés dans les domaines de l'agroalimentaire. C'est savoir-faire de sociétés japonaises. On va travailler efficacement. Nous allons diversifier notre activité dans le futur. Pour le Premier ministre, cela s'inscrit dans la politique du gouvernement de faire du secteur privé le moteur du développement de l'économie ivoirienne. Vous savez, nos amis japonais travaillent de manière méthodique. Et vous allez voir que Ajinomoto va ouvrir la voie à deux investissements donc importants qui vont se faire sur la Côte d'Ivoire. Nous souhaitons donc voir ces exemples-là se démultiplier de manière à ce que vraiment les emplois que nous cherchons pour nos jeunes, disons que puissent se développer. Toujours selon Daniel Kablan-Duncan, le secteur privé, tout en contribuant au développement du pays, lutte contre le chômage des jeunes. Il apparaît en fait qu'actuellement, ils utilisent 120 personnes et que leur intention, c'est de monter à plus de 250 personnes. Le personnel est essentiellement ivoirien. Disons que au niveau même de la direction, disons que vous avez beaucoup d'Ivoiriens qui y sont. Et bien sûr, au niveau donc des personnels, hommes comme femmes, puisque nous avons vu à l'ouvrage tout à l'heure. Et je crois en fait que c'est dans leur intérêt d'ailleurs, puisque le personnel délocalisé coûte plus cher. Ne serait-ce que cela. Et ils ont intérêt à utiliser donc le personnel local. Et je crois que l'entreprise a bien compris, c'est ce qu'elle est en train donc de faire. Rappelons que cette usine a été construite en 10 mois. Coût 1,7 milliard de francs CFA. Elle fait partie du groupe Ajinomoto, leader mondial des acides aminés dans l'agroalimentaire. Et à partir de la Côte d'Ivoire, elle va desservir 11 pays de l'Afrique de l'Ouest. Le vice-président de la Société financière internationale SFI pour l'Afrique subsaharienne, l'Amérique latine et les Caraïbes est arrivé cet après-midi à Abidjan. Il s'agit de sa première visite en Côte d'Ivoire depuis sa nomination en février dernier. Jean-Philippe Prosper, qui a remplacé l'Ivoirien Thierry Tano à la tête de l'institution, aura différentes séances de travail avec les autorités ivoiriennes et le secteur privé durant son séjour abidjanais, marqué également par la signature demain d'un accord de coopération avec le gouvernement ivoirien. Ce sera en présence du chef du gouvernement ivoirien. Avant cette signature, demain, Daniel Kablan-Duncan a pris part dans la journée à la restitution des travaux de réflexion du Centre régional d'évaluation en éducation, environnement, santé et d'accréditation en Afrique à CRESAC. Une restitution remise à la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. Ces travaux visent l'amélioration de la santé des populations des 5 pays membres du CRESAC, nous dit Alvarassa. La qualité de la santé des populations des pays membres du Centre régional d'évaluation en éducation, environnement, santé et d'accréditation en Afrique CRESAC préoccupe les autorités sanitaires de ces pays. Et c'est pourquoi les responsables sanitaires de ces pays, le Bénin, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon et le Sénégal ont réfléchi sur des stratégies pour améliorer la santé de leur population. Et cela est constitué dans des référentiels. Le défi de l'accueil du patient, la gestion des déchets sanitaires et médicaux, le groupage sanguin, la gestion des risques infectieux. Ce sont des documents qui permettent à 5 États membres de respecter des normes en matière de santé. En plus des normes, c'est surtout la certification de qualité. La qualification ISO qui est très importante. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, lors de cette cérémonie, s'est dit satisfait des résultats des travaux. Il soutient qu'au-delà de ces résultats, les pays membres du CRESAC vont harmoniser leur politique sanitaire. C'est l'occasion pour moi d'inviter les États membres à jouer pleinement la carte de la solidarité et à s'approprier les référentiels du CRESAC. Je les invite également à apporter tout leur soutien au CRESAC, qui peut être considéré à juste titre comme un modèle d'intégration sous-régionale et de coopération sud-sud, au regard de l'intérêt de plus en plus affirmé
de plusieurs pays pour cette institution. Pour une meilleure gestion de ces résultats, un comité de suivi est mis en place. Il va veiller à l'application des référentiels pour des soins de qualité dans les hôpitaux en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Bénin, au Cameroun et au Sénégal. On parle maintenant santé. Le bloc obstétrical du CHU de Yopougon comprenant la salle d'accouchement, le bloc opérateur et le service de néonatologie est fermé pour 2 mois au public depuis hier. L'instruction a été donnée par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Les activités de ces services sont délocalisées à l'hôpital général de Yopougon. Le compte rendu d'Honorine Anigori. Un dispositif exceptionnel a été mis en place par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida à l'hôpital général de Yopougon-Atié. Ce dispositif comprend le personnel du CHU de Yopougon et les équipements techniques. Il vise à garantir la prise en charge des usagers pour les accouchements et les interventions chirurgicales éventuelles. Quelques femmes enceintes apprécient les prestations des sages-femmes et des services. Je me fais suivre par la sage-femme Madame Eddy. En tout cas, il faut dire qu'elles sont très gentilles. Tout se passe bien. Le premier jour, on vient là, on nous donne carnet. Les gars, elles nous ont pas dit de payer de quelque chose ici en tout cas. Pour la directrice de cet établissement, ça se passe bien. Nous avons maintenant les accouchements qui sont multipliés par 3, du coup tout se passe bien. Nous avons une salle de néonatologie qu'on n'avait pas avant. Les conditions de travail se sont améliorées. Il y a un bloc opératoire fonctionnel avec des lits et les équipements qu'il faut. En tout cas, nous avons le minimum. Selon la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymond Kofi Goudou, cette relocalisation du bloc obstétrical du CHU de Yopougon est due aux travaux de réhabilitation pour cause de dégradation avancée des locaux. Depuis donc le 13 mai, les parturientes et les malades sont reçus à l'hôpital général de Yopougon-Atié. Aujourd'hui, 14 mai, est célébrée la journée mondiale de l'hypertension artérielle. On s'intéresse ce soir à l'accident vasculaire cérébral qui constitue l'une des complications de l'hypertension artérielle. Le CHU de Cocody à lui seul enregistre plus de 200 cas d'AVC par an. Comment se fait la prise en charge des cas d'AVC? Gros plan ce soir sur l'accident vasculaire cérébral qui fait beaucoup de victimes avec Delphine Blas. Trècheville Arras 1, premier étage. Là habite Dame Amalan. Elle a 67 ans. Il y a 2 ans, elle a fait un accident vasculaire cérébral. Mais on est parti à l'église, on est venu un demain matin. Je me suis levée, j'ai dit je m'en vais aux toilettes. Arrivé là-bas, je suis tombée comme ça. Dame Amalan, qui vaquait avant à ses occupations, qui s'alimentait seule, faisait ses besoins naturels seule, prenait sa douche seule, est réduite à rien depuis 2011. Aujourd'hui, elle est incapable de tout sans le soutien de sa famille. Quand je me lave pour enlever les choses seulement là, c'est les enfants qui enlèvent tout cela là-bas pour venir, moi je ne peux pas faire. L'AVC est l'une des premières causes de handicap moteur, c'est-à-dire de paralysie. Monsieur Ya, lui, a eu un peu plus de chance. Il n'était pas loin d'un AVC quand il a été évacué à la Ligue ivoirienne contre l'hypertension artérielle. Ce patient nous est arrivé à 24 de systolique. Il est en observation, on est en train de faire baisser ses chiffres pour éviter justement qu'il passe en AVC. L'hypertendu lui-même éprouve quelques difficultés de langage. Quand je marche trop, j'ai le vertige. Le principal facteur de l'AVC, l'accident vasculaire cérébral, est l'hypertension artérielle. L'AVC est l'une des principales causes d'hospitalisation dans les services de neurologie, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'ailleurs dans le monde. Au CHU de Cocody, c'est un peu plus de 200 personnes victimes d'AVC que l'on enregistre par an. La prise en charge reste la prévention, le suivi médical et la rééducation en cas de paralysie. Quelqu'un qui est hypertendu a 4 fois plus de possibilités de faire un AVC que quelqu'un d'autre. Au niveau de l'AVC, dès les premiers signes, notamment un début de paralysie, un trouble du langage, il faut aussitôt se rendre aux urgences médicales ou consulter un médecin. Et enfin, quand l'AVC est déclaré, il faut aussi un suivi médical avec le traitement qui va avec et de la rééducation, donc aussi bien motrice pour les paralysies que orthophonique pour le trouble du langage.
Pour éviter les AVC, l'hypertendu doit suivre son traitement à vie, mais le coût des médicaments est jugé onéreux. On nous a donné ordonnance, pratiquement on n'arrive pas à payer. J'ai dit, les gens, de nous aider, de faire le médicament là, gratuit comme SIDA là aussi. L'hypertension n'épargne personne. Pour éviter la maladie et à la longue des accidents vasculaires cérébraux, il est conseillé de bien gérer le stress, les soucis, d'éviter l'alcool, le tabac, d'éviter de manger trop salé, trop gras, trop sucré et d'éviter d'être sédentaire. Il avait été lancé en 2010, 2 ans après sa mise en œuvre. À quel bilan peut-on faire du concept de carnet électronique, projet qui visait l'amélioration de la couverture vaccinale en Côte d'Ivoire? Les réponses avec Justine Seydjike. Un carnet électronique de vaccination pour élever le taux de couverture vaccinale en Côte d'Ivoire et mettre à la disposition du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida des données fiables. Il y a une épidémie qui sévit et vous êtes dans une zone où vous n'êtes pas au courant. Et que ce carnet-là, puisqu'il a des SMS, peut vous envoyer des messages d'alerte pour vous dire attention, il y a épidémie par exemple de choléra dans telle zone et vraiment faites attention, comportez-vous de telle manière. Ce serait intéressant pour l'Ivoirien. Et puis, derrière le carnet électronique, il y a la collecte de l'information qui est capitale pour aider l'État à envisager les solutions pour améliorer la couverture vaccinale. Moyennant la somme de 1000 francs CFA, une personne s'étant vaccinée dans un centre de santé ou à l'Institut d'hygiène publique reçoit des SMS lui rappelant les dates de renouvellement du vaccin sur une période d'1 an. Ce concept technologique, lancé depuis 2010 avec le soutien du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, est encore méconnu des populations. Je suis à l'Institut de cardiologie, mais je ne suis pas informée sur l'existence de ce carnet électronique. Je ne sais pas qu'il y a un carnet de vaccination électronique qui existe. Je n'ai jamais entendu parler si ce n'est pas aujourd'hui. L'objectif du carnet électronique de vaccination est, entre autres, identifier la population vaccinale et faire adopter la culture de la vaccination aux Ivoiriens. Il a permis l'amélioration de la couverture vaccinale en 2012 en ne tenant compte que des 130 000 personnes inscrites sur le carnet électronique de vaccination. La couverture vaccinale en Côte d'Ivoire est désormais de 95 à 97%, se rapprochant ainsi de l'indicateur du Millennium Challenge Corporation qui est de 99% pour le Penta 3e dose et de 94% pour le vaccin anti-rougeole. Je vous le disais en titre, on va vers un cadre juridique adapté à la lutte contre la cybercriminalité en Côte d'Ivoire. 2 lois sur la cybercriminalité ont été adoptées aujourd'hui en commission. Ils ont été présentés ce matin par le ministre de la Poste et des TIC aux députés. Les précisions de Victorine Niaoyobwe. La cybercriminalité était jusque-là considérée comme un acte d'escroquerie en Côte d'Ivoire. Avec ce projet de loi présenté par le ministre de la Poste, des technologies de l'information et des télécommunications à l'Assemblée nationale, un cybercriminel est désormais passible d'une peine d'emprisonnement allant de 1 à 20 ans avec une amende de 500 000 à 100 millions de francs CFA. La cybercriminalité est l'ensemble des infractions pénales qui se commettent au moyen ou sur un réseau de télécommunications ou un système d'information. En ce sens, le présent projet de loi concerne toutes les infractions relatives à la cybercriminalité, ainsi que toutes les infractions pénales dont la constatation requiert la collecte d'une preuve électronique. Son adoption permettra à la Côte d'Ivoire de se doter d'un instrument juridique adéquat de lutte contre la cybercriminalité dans l'intérêt des utilisateurs de TIC, des entreprises et des pouvoirs publics. Bruno Koné ajoute que le gouvernement va par ailleurs renforcer la sensibilisation des utilisateurs des TIC, notamment les jeunes. Des étudiants venus assister au débat à l'hémicycle ont marqué leur intérêt. Nous avons été longuement sensibilisés sur ce fléau et nous avons pu le constater avec les faits. Les lois ou les articles en tout cas qui ont été examinés sont essentiels parce qu'ils visent à protéger vraiment le jeune contre les menaces des cybercriminels. Le deuxième projet de loi adopté par la Commission des affaires institutionnelles et juridiques porte sur la protection des données à caractère personnel. Ces données font référence, entre autres, au nom, au numéro de téléphone ou de carte bancaire. En protégeant ces données, le gouvernement entend sauvegarder la dignité des populations. Si la Côte d'Ivoire se dote de ces 2 textes de loi, elle sera au diapason des autres pays de la CEDEAO et de l'Union européenne engagés depuis des années dans la lutte contre la cybercriminalité.
L'atelier sur l'exploitation artisanale et à petite échelle des diamants dans l'espace des pays africains producteurs de diamants se tient ici même à Abidjan sur 5 jours, une sorte de soutien à la levée d'embargo sur la Côte d'Ivoire. Il est question de réfléchir sur l'amélioration de la gestion du secteur et apporter un soutien technique et financier pour les opérations d'exploitation artisanale et à petite échelle, l'éclairage de Noël Nguéniot. Les diamants. Pour leur exploitation artisanale en Côte d'Ivoire, un système de traçabilité avait cours. Il s'agit de mettre à disposition 1 ou 2 ingénieurs. Régulièrement, ces encadreurs vérifient la méthode d'exploitation, donnent des conseils pour éviter les risques d'éboulement, mais aussi les problèmes environnementaux. Et selon des périodes déterminées qui ne dépassent pas 2 jours, les diamants collectés sont ramenés à une base et la SODEMI aide à trier. Malheureusement, cette traçabilité a disparu avec la crise de 2002. Puis, la Côte d'Ivoire est sous embargo depuis. Les pays africains membres de l'ADPA, Association des pays producteurs de diamants, sont en conclave ici à Abidjan au Golf Hotel pour 5 jours. Un soutien au retour de la Côte d'Ivoire dans le processus de Kimberley, mais aussi et surtout trouver les moyens de mieux organiser le secteur diamantifère parce que les enjeux sont à la dimension de l'éclat du diamant. Les diamants produits par les pays africains doivent participer au développement de nos pays et non être source de conflits. Ils doivent aider à l'épanouissement de nos populations et non à leur asservissement. Ils doivent être découverts et commercialisés dans un environnement assaini et non avec la sueur et le sang d'innocents enfants. Ils doivent être gérés dans un système transparent et non servir de fonds de commerce à des seigneurs de guerre ou à des mafias. Pour ces enjeux, 2 thèmes seront abordés. Les problématiques de la gestion efficace de l'exploitation et du soutien technique et financier du secteur diamantifère. Pour le rendre compétitif, les experts d'Afrique et les partenaires au développement sont les acteurs de cette réflexion. Ils iront sur le terrain à Séguéla afin de mieux formuler les recommandations susceptibles d'impulser une nouvelle dynamique à l'exploitation diamantifère en Afrique. Nous allons donc faire des recommandations dans le sens de la législation. Nous allons également voir comment est-ce que nos exploitants peuvent être protégés de sorte que nos gouvernements puissent véritablement s'occuper d'eux. La réunion d'Abidjan fait suite aux recommandations d'Accra avec comme boussole améliorer la gestion du secteur et augmenter leur impact dans l'économie des pays africains. En agriculture, le prix du kilogramme de coton vient d'être fixé. Pour la campagne 2013-2014, il est de 250 francs CFA pour le coton premier choix et de 225 francs CFA pour le coton second choix. L'annonce a été faite par l'Association interprofessionnelle de la filière coton. C'était au cours d'une conférence de presse au siège de la CIDT de Bouaké, Kwadjo Kwame. Réuni en session extraordinaire, le conseil d'administration de l'Intercoton a déterminé les prix d'achat du kilogramme de coton graine et de cession des intrants au titre de la campagne 2013-2014. Les prix d'achat du coton graine garantis au titre de la campagne 2013-2014 ont été arrêtés comme suit. Coton premier choix, 250 francs le kilo. Coton deuxième choix, 225 francs le kilo. Les parties ont convenu de récalculer les prix en tenant compte des paramètres de production réalisés, du prix moyen et du prix moyen de la graine. Il faut préciser que ces prix sont en légère diminution par rapport à ceux des 2 dernières campagnes qui étaient de 265 francs pour le premier choix et de 240 francs pour le coton de deuxième choix, à cause de la baisse du cours sur le marché mondial. Ces prix sont conformes aux vœux du chef de l'État de verser au moins 60% du prix CAF aux producteurs. S'agissant du prix des intrants, ils ont été fixés comme suit. Le NPK, 330 francs le kilogramme, soit 16 500 francs le sac de 50 kg. L'urée, 285 francs le kilogramme, soit 14 250 francs le sac de 50 kg. Les insecticides, 35 000 francs l'hectare pour tout le cycle culturel. Ces prix feront l'objet de signature d'un accord interprofessionnel entre les parties prenantes, producteurs, sociétés cotonnières et Intercoton. J'en viens à cette autre journée, célébrée, elle, demain, 15 mai, la Journée internationale de la famille. Elle a été instituée en 1993.
Cette commémoration vise la sensibilisation de la communauté internationale aux problèmes que connaissent les familles dans le monde. Le message du gouvernement ivoirien à la faveur de cette journée a été recueilli par Honorine Anigori. Cellule de base de la société et premier cadre de socialisation des individus, la famille mérite une grande attention de la part de l'État en vue de la prise d'initiatives pour son épanouissement. Au nombre des initiatives entreprises par l'État depuis seulement 2 ans pour assurer le bien-être des familles, il faut rappeler les programmes de logements sociaux, la gratuité totale puis ciblée pour les soins de santé, la distribution gratuite de kits scolaires dans le primaire, la sécurisation du territoire national, les programmes d'adduction d'eau potable et d'électrification, l'amélioration des infrastructures routières et la réalisation de travaux d'envergure. Pour le gouvernement, après plusieurs années de crise, il convient d'accorder une attention particulière aux conditions de vie de la famille à travers une politique volontariste de promotion des valeurs morales, clé indispensable à l'harmonie familiale. Aussi voudrais-je, au nom du gouvernement, lancer un appel solennel à la mobilisation des familles pour la réconciliation nationale. C'est ensemble que nous pourrons aller à cette indispensable réconciliation. La famille ivoirienne doit jouer pleinement son rôle. Elle doit cultiver en chacun de ses membres l'esprit de paix, de vérité, de liberté, de pardon, d'amour, de respect et de tolérance. Pour la commémoration de cette journée internationale de la famille, le gouvernement invite à la réflexion sur le thème « Les familles face aux défis de la nouvelle Côte d'Ivoire, réconciliée et émergente à l'horizon 2020 ». Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à travers la DOREX, entendez, Direction de l'orientation et des examens, procède à partir de ce jour à la préinscription en ligne des candidats au baccalauréat 2013. L'opération est gratuite cette année. Elle permettra de faciliter l'accès des bacheliers aux universités publiques, aux grandes écoles privées et de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny. Je vous le disais, au cœur de cette édition, le président Alassane Ouattara, en déplacement à Bruxelles, a rencontré cet après-midi le président de la Commission de l'Union européenne au siège de l'institution à Bruxelles. Au menu de la rencontre, la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'institution. Le point avec notre envoyé spécial à Bruxelles, à Ouattara. Le président de la République Alassane Ouattara et le président de la Commission de l'Union européenne, José Manuel Barroso, ont pendant près d'1 heure fait un large tour d'horizon de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne, notamment le point du 10e Fonds européen de développement dont la mise en œuvre est pratiquement achevée et des perspectives du 11e FED 2014-2020. À l'issue de la rencontre, le président de la Commission de l'Union européenne a dit sa joie de revoir le président de la République de Côte d'Ivoire. C'est aussi sur des problèmes régionaux que nous avons parlé, mais bien sûr, j'ai voulu écouter aussi le rapport que le président Ouattara nous a fait des progrès dans votre pays. Et j'ai une grande confiance dans l'avenir de ce pays. Et j'ai une grande admiration pour tous les progrès que vous faites pour la stabilité, la démocratie, la réconciliation de ce grand pays qui est la Côte d'Ivoire. Le chef de l'État a pour sa part remercié le président de la Commission de l'Union européenne pour le soutien qu'il a toujours apporté à la Côte d'Ivoire pendant les moments les plus difficiles. Le président de la Commission nous a déjà rendu visite à plusieurs occasions, la dernière fois en Côte d'Ivoire au mois d'octobre. Et je venais le remercier pour le soutien important qu'il a toujours apporté à notre pays. Il a cru en nous pendant des moments très difficiles. C'est un grand démocrate, tout le monde le sait. Et la contribution de l'Union européenne a été essentielle dans la remise en ordre de l'État dans notre pays. Et je me réjouis de cette rencontre. Nous sommes là en fait pour le Mali, mais il n'empêche que nous avons beaucoup parlé de la Côte d'Ivoire. La situation politique, l'économie, les droits de l'homme, la réconciliation.
J'ai dit au président que la situation s'est fortement améliorée et que nous avons tourné la page de la crise et nous sommes déterminés à faire en sorte que la Côte d'Ivoire redevienne le pays modèle qu'il a été il y a quelques années. Notons que la Côte d'Ivoire a bénéficié d'un appui budgétaire de plus de 75 milliards de francs CFA de la Commission européenne. Une première tranche de 36 milliards a été payée en décembre 2012. C'est la fin de cette demi-heure d'information, mais restez sur RTI 1 tout à l'heure à 21h précise. Le débat, le numéro de ce soir est consacré aux loyers et cautions, au terrain vendu à plusieurs acheteurs à la fois, le tout dans une présentation de Lassine Fofana. Moi, je vous retrouve demain à 20h. Bonsoir.